Dans l'épisode du jour, la ville de Lyon se dote de bateaux électriques en guise de transport en commun, Ford fait son grand retour dans la Formule 1 et Tesla nous tease son Investor Day du 1er mars. Bienvenue dans le monde d'Elon. Les amis, bonjour et bienvenue dans le monde d'Elon, le podcast qui fait le point chaque semaine sur ces technologies qui disruptent notre quotidien pour un futur plus durable. J'espère que vous allez très bien et comme d'habitude, je suis avec mon ami Mathias. Hello! Hello Jérémy, hello tout le monde, comment vas-tu? Très content d'être là, je vais très bien et comme d'habitude, il y a énormément de choses à voir. Chaque semaine, je me dis: «Oh, la semaine prochaine, ça sera plus cool, il y aura moins de news» et non, il y en a de plus en plus. C'est la folie. C'est comme il y a 2 ans. C'est la même chose. Merci beaucoup en tout cas si vous regardez ce podcast, si vous le réécoutez après notre hiatus, si vous le découvrez. En tout cas, tu sais, la vidéo qu'on a fait sur Opium, on a fait plus de 30 000 vues. C'est vraiment un truc de fou. Il y a eu énormément de likes, beaucoup de Ouais, partages. Donc, c'est merci insane. beaucoup à vous. Et pour info, vous pouvez aussi maintenant nous écouter sur vos plateformes de streaming préférées. Donc, on est dispo sur Apple Podcast et Spotify notamment. Donc, c'est plutôt cool. Vous avez la version audio et vidéo. Dernière chose, je serai présent en Bourgogne pour le Bourgogne Electric Day le 25 février. Donc c'est une journée de découverte et de partage autour de la voiture électrique et de son écosystème. Plus d'infos très bientôt, mais en tout cas, ça pourra être super cool. Bon, visiblement, tu n'y seras pas. Non, pas dispo, mais je regarderai ta petite vidéo, et tes stories. Super, pas de problème. On va commencer tout de suite avec quoi, mon cher ami? Eh bien, on va aller en Chine pour parler de photovoltaïque. Oui, encore la Chine, mais parce que là, c'est plutôt important, c'est, une grosse actu pour la filière, photovoltaïque. C'est, eh bien, un embargo sur l'exportation de cellules en silicium. Donc la Chine dit: «Non, aux entreprises chinoises, vous ne pouvez plus exporter de cellules en silicium», dans l'objectif, eh bien, que les étrangers achètent des packs tout prêts de panneaux photovoltaïques, ce qui est plutôt stratégique, en fait, quand ils pensent. Non seulement ils dominent le marché, mais ils veulent dominer tous les composants, si j'ai bien compris. C'est ça, maintenant après la question c'est est-ce que ça peut être, ils peuvent se reprendre le boomerang dans la tête vu que tu as d'autres, tu vois, la Thaïlande, la Malaisie et l'Inde sont déjà dans cette envie, d'être, indépendants face à la production photovoltaïque chinoise. Donc il y a quand même d'autres pays en Asie qui, s'ouvrent sur ce marché-là. Donc ça peut être une pierre deux coups. Est-ce que ça va, prendre, pousser les Européens vers d'autres pays en Asie? Potentiellement, mais tu vois, les États-Unis, eux, ils avaient déjà mis en place, notamment pour, les batteries. Maintenant, ils commencent avec le photovoltaïque, donc voilà, de s'affranchir un petit peu de la Chine et de son influence sur le marché. Bah, tu vois, ça tombe bien que tu me parles de certains pays puisque l'Europe est en train de se réveiller, on va dire peut-être enfin, par rapport à ça, puisque Enel, qui est, un opérateur italien, va construire la plus grande usine de panneaux solaires en Europe. On vient de l'apprendre, ça va être en Sicile. Alors, c'est plutôt pas mal, ce qu'ils nous proposent puisqu'ils vont investir 600 millions d'euros pour agrandir l'usine 3 Sun et multiplier par 15 sa capacité de production en panneaux solaires. L'objectif, alors écoute bien, c'est d'arriver en 2025 à 3 gigawatts de production. 3 gigawatts, c'est quand même pas mal, hein. Il nous rappelle ici que la Chine produit 80% des panneaux solaires dans le monde et que l'Europe en est dépendante à 84%. Donc j'espère que ben, cet exemple italien ne sera pas le seul et que l'on va pouvoir réindustrialiser, reproduire nous-mêmes, parce que c'est vrai qu'en plus, des panneaux qui sont produits ici n'ont pas à faire, la moitié du monde, pour revenir en Europe. Donc il y aura une empreinte carbone qui sera plus faible aussi, donc ça peut être que bénéfice et on nous parle dans l'article également, du groupe suisse Meyer Burger qui, dans l'est de l'Allemagne, a une capacité annuelle de 400 mégawatts et qui va, elle, la porter à 1 gigawatt, tu vois? Donc, ça a l'air d'être, une tendance. On sait que les énergies renouvelables sont dans ce qu'on appelle les méga tendances, le solaire et peut-être que c'est le retour, du solaire produit, localement en Europe. Ça serait plutôt cool.
Ouais et d'ailleurs, faut bien les surveiller les de Meilleurs Burger là, parce que les gars, ils bombardent en termes d'Instagram, ads et Facebook ads ces derniers temps. Je sais pas si toi de ton côté, Mmh. moi je les ai à chaque fois. Donc ils ont Non, une j'ai pas vu. stratégie de com, assez rodée, hein. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont arriver de leur côté, donc à surveiller de très près. Ce qui est intéressant, c'est que les énergies renouvelables sont aussi bénéfiques pour l'emploi. Ça va créer 900 emplois directs et 1000 emplois indirects d'ici 2024. Ça devrait éviter le rejet de près de 25 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère pendant les 10 premières années d'exploitation, d'après les calculs de Enel. Cette usine devrait éviter l'achat de 1,2 milliard de mètres cubes de gaz par an. Moins de gaz, moins d'énergie fossile, remplacée par du solaire, par de l'énergie produite localement et avec des usines qui produisent localement les panneaux. J'ai envie de dire, c'est un win-win-win. Ouais, donc maintenant, faut, tu vois, le dupliquer de partout en Europe, heu et pas juste de rester dans, ce petit projet. Donc c'est vraiment l'objectif à Ouais. terme, je pense, d'avoir en France, en Allemagne, de partout en Europe. On reparlera d'énergie renouvelable dans la suite du podcast. Tout de suite, on va se diriger vers la France et plus particulièrement vers l'aéroport de Nice. On fait une transition peut-être moins écolo en parlant d'aéroport, mais vous allez voir quand même qu'on peut améliorer les choses quoi qu'il arrive. Donc l'aéroport de Nice, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose sur le sujet des recharges de voitures électriques, ils vont installer dans le terminal pas mal de bornes de recharge. Donc je te partage mon screen ici. On nous dit qu'ils vont installer 80 bornes de recharge pour voitures électriques d'ici à donc ça a démarré en février 2022 et ça doit être fait d'ici à cet été, l'été 2023. Donc voilà, vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé, si vous êtes dans le coin, si vous voulez charger votre voiture, laisser votre voiture quelques jours et la charger potentiellement, ça peut être intéressant aussi. Donc il va y avoir au P4, au P5, P6, G2, G1, voilà 45, 18 bornes, 2 bornes. Donc ça, c'est assez intéressant. Le P2, P3, ils vont faire une installation de puissance supplémentaire pour mettre 20 bornes supplémentaires. Tu vois, il y a un truc intéressant, c'est pour ça aussi que je voulais partager ça, c'est ils veulent mettre en place un dispositif équivalent et destiné aux professionnels, taxi et VTC. C'est également à l'étude. Donc là, je ne pense pas qu'on sera dans de la recharge lente, tu vois, mais ça peut être de la recharge rapide pour les VTC. Ils font la queue, ils se chargent, ils restent plusieurs dizaines de minutes à attendre le chaland, donc ça peut être intéressant. Ouais, surtout que moi, de mon côté, de Lyon, aéroport Saint-Exupéry, c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité, énormément de bornes de recharge, un petit peu de partout sur les parkings. Donc l'électrification, l'installation de bornes dans les aéroports, c'est un truc qui devient de plus en plus tendance depuis, quelque temps. Ouais. Donc à suivre et puis peut-être que j'irai faire un petit tour là-bas, un petit reportage sur place une fois que ça sera installé pour voir, quel type de bornes ont été installées. Ça sera intéressant de voir la mécanique en place, si c'est payant, si c'est gratuit, quels ont été les partenaires. Ça pourrait être chouette. Tu parlais de Lyon, on va aller à Lyon, on va rester en France et on va voir cette histoire de navette fluviale sur la Saône qui se précise. On a eu des infos ce week-end. Puisque ça y est, il va y avoir un projet, alors sur la Saône, un itinéraire de, je dis pas de bêtises, 3,4 kilomètres. Il est ici, puisqu'il nous dit qu'en fait, ils ont 52 kilomètres de fleuve, la métropole de Lyon, et que ben, pour améliorer les transports en commun, ça serait quand même pas bête de les utiliser. Ce que je trouve assez logique, j'ai envie de te dire pourquoi ils l'ont pas fait avant, mais bon, au moins ils vont le faire maintenant, c'est cool. Et donc, les 3,4 kilomètres, ça va pour relier en 15 minutes les quartiers de l'industrie dans le 9e, on voit sur le plan ici, à la presqu'île dans le deuxième. Alors si je dis pas de bêtises, je suis pas un spécialiste de Lyon, mais tu vois sur le tracé ici, je pense que ça c'est le premier tracé et après ici pour aller jusqu'à la confluence, ça serait un truc hypothétique si je dis pas de bêtises. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à balancer dans les commentaires. Mais voilà, ça serait des navettes électriques et avec un générateur diesel en cas de problème. Bon, pourquoi pas, c'est vrai qu'ils vont trimballer des gens, pourquoi pas. Euh, donc des navettes qui vont accueillir entre 90 et 70 personnes pour un objectif de mise en service au printemps 2025, arriver à un turnover de 15 minutes, une fréquence de 15 minutes d'ici la fin 2025, donc 20 minutes initialement, monter après à 15 minutes, et ils veulent pouvoir transporter, que je ne dise pas de bêtises, c'est marqué quelque part par là, 560 000 voyageurs par an. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves ça une bonne initiative? Est-ce que tu trouves que 560 000 par an, c'est beaucoup ou pas? Moi, j'ai fait un petit peu des maths là-dessus. Je trouve que c'est pas énorme comme nombre de voyageurs. Bah, c'est la couverture, le tracé, il est intéressant parce que tu as quand même une zone, confluence, donc péage pas très loin, gare de péage pas très loin. Maintenant,
Heu, en tant que Lyonnais on râle souvent, mais Citral et TCL généralement sur l'exécution, bon, il y a pas mal de problèmes. Donc Mmh. beaucoup de projets, mais beaucoup de problèmes d'exécution, donc à voir comment ça va se mettre en place. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Je c'est parce que c'est une habitude qui, d'un coup, un petit peu plus nouvelle. Je pourrais pas te dire si ça va vraiment marcher, surtout qu'on a quand même une couverture globale, métro, tram, bus qui est plutôt présente, donc à voir comment, les usagers vont utiliser ce mode de transport. Ça reste une possibilité, maintenant faut tester. Mmh. Beh, je raconte pas ma vie, mais moi j'ai ma chérie qui est de Lyon et elle me dit qu'effectivement ça va permettre, de faciliter le transport, surtout sur une zone qui est un petit peu compliquée avec des bus et on a la Croix-Rousse qui est au milieu apparemment sur le tracé, donc il y a pas trop de métro par là, pas trop de tram, donc ça serait, selon elle une bonne option. Donc faut voir. Maintenant faut tester de toute façon, faut tester. Bah, tu vois, moi, il y a un truc qui me paraît étrange parce que quand on fait les calculs vite fait, sur 365 jours, 560 000 personnes, ça fait 1 534 personnes par jour. Ça me paraît ultra faible. Plus grande activité, elle est du côté de Lyon-Part-Dieu, donc c'est la plupart des transports, parce que c'est la zone où, tu as la gare et tu as tout la partie business tertiaire. Donc Mmh. ça me surprend pas, que ça soit un volume de passagers, un petit peu moindre, sur ce point-là. Je sais pas, bah, dites-nous en partie commentaire si vous habitez Lyon, si vous connaissez bien Lyon, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Quels sont pour vous les problèmes qu'il pourrait y avoir, tout ça? En tout cas, moi, je trouve ça plutôt cool. Voilà, le transport fluvial, je pense qu'il devrait y en avoir plus et électrique. Donc, ça rappelle, tu sais, par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, hein, ce gros, ferry électrique. Voilà, on a des nouveaux usages maintenant avec, le transport électrique, pas seulement la voiture, pas seulement les trottinettes, mais, maintenant voilà, les bateaux aussi, les petites navettes, pourquoi pas? On verra bien ce que ça va donner, dans la pratique. On a pas mal d'infos par rapport à Tesla. Alors moi, je voudrais vraiment parler de ça. Ça a été l'info qui a refait ma journée. Ce teasing par rapport au Tesla Investor Day qui va être donc le 1er mars. Bien évidemment, ça sera, diffusé sur la chaîne en direct, vous inquiétez pas, même s'il faut se lever, à 2 heures du mat, on sera là, pas de souci. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a une confirmation de la part d'Elon qu'il va y avoir bien la mise à jour de ce qu'il appelle le master plan. Donc master plan 1, master plan 2, on va en arriver au master plan 3 et comment on va arriver à ce qu'il appelle, hem, il dit ici là, c'est «A path to fully sustainable energy future for Earth». Comment on peut dire adieu à l'énergie fossile une bonne fois pour toutes. Le premier master plan, tu sais de quand il date? Non, tu vas me le dire. Je vais te le dire, ouais, ouais. Le premier, il date de 2006. Donc en 2006, le Roadster 1 n'était même pas sorti puisqu'on a fêté là cette semaine les 15 ans de la sortie, du Roadster, du premier Roadster. Donc en 2006, il disait comment faire en sorte de sortir la voiture électrique de sa niche. Comment donc repasser, à la voiture électrique mainstream. Ça passait par le Roadster et puis ça passait par une voiture qui était d'ores et déjà ce qu'est la Model 3. Même pas la Model S, Model X qui sont sortis bien après ça pourtant, hein. Donc c'était la Model 3. Après, en 2016, il nous a parlé comment il allait pouvoir disrupter d'autres secteurs d'activité, notamment par rapport à l'énergie, par rapport aux gros camions et par rapport aux pick-up trucks et le transport urbain avec la fameuse robotaxi. C'est là qu'il a parlé pour la première fois des robotaxis. Et donc là, il va nous parler du master plan part 3, parce il parle ça en français, donc c'est part 2, ça sera part 3 cette fois-ci. Et donc là, bon, bien évidemment, ça va être la fameuse voiture à 25 000, cette nouvelle plateforme qui va coûter 2 fois moins cher et comment ils vont pouvoir, monter en puissance. Comment il appelle ça? Il appelle ça dans son tweet, hem, attends que je retrouve dans son tweet. Voilà, «Main Tesla subject will be scaling to extreme size». Alors, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur ça, extreme size. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire à ton avis? Une plus grande production. Donc pour une plus grande production, soit tu renforces tes effectifs et tu leur dis: «Produit, produit, produit, produit» et à un moment l'usine a quand même une capacité, maximale, ou tu Mmh, vas, agrandir tes usines, bon, ou les terminer comme la Giga Nevada, ou tu mmh, vas en créer plus et sur une plus grande taille comme, Texas, enfin Austin. ouais. Est-ce que ça serait pas enfin l'arrivée des Terafactory comme il appelait, la dernière fois, tu sais, à aux batteries D?
et potentiellement tout ce qu'on entend dire là, potentiellement une au Canada, potentiellement une au Mexique, potentiellement une en Indonésie, tu vois? Toutes ces idées qui ont popé, ces dernières années, est-ce qu'ils vont nous lâcher quelque chose là? Je sais pas, mais c'est sûr que pour arriver à 20 millions de voitures en 2030, bah, c'est pas avec, comme on disait, avec la production actuelle que tu y arrives, hein. Parce que encore, les vendre, là, c'est plutôt facile pour Tesla parce que l'image de marque, leader et toute cette partie-là, elle est maîtrisée. Maintenant pour produire, c'est un autre enjeu. Donc Mmh. surtout si l'objectif, voilà, c'est vraiment d'être dans une stratégie de scaler, scaler, scaler encore plus, bon, bah, ça sert à quoi d'annoncer, une usine par-ci, une usine par-là? Tu regroupes tous les plans, tu dis: «On a acheté ces terrains, ces terrains, ces terrains, ici, ici, ici et let's go, on fait, X usines» et grosse Ouais. annonce, grosse médiatisation et là, c'est on rentre vraiment dans ce plan de master plan, part, 3. On va voir à quel point ça va être, mainstream ou à quel point ça va être B2B, B2C, ça sera assez intéressant et ce qu'il nous dit aussi, tu vois là, c'est que pour la première fois, en fait, il va parler aussi de SpaceX, Tesla, Boring Company. On verra ça. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je vous ai dit la dernière fois, le earnings call, ça devait être le plus intéressant depuis, très longtemps chez Tesla, le dernier et je pense que là, cette conférence va être une des conférences les plus intéressantes qu'il y a eu, aussi peut-être depuis la présentation du semi-remorque où il y a eu le Roadster qui a été ajouté ou de la première fois où ils ont présenté le Powerwall ou ce genre de truc, quoi. Je pense que, il va y avoir du gros, gros lourd. Certaines personnes pensent parce que c'est ça, j'ai pas parlé le mec il parle je vous dis pas tout, tu vois? Heu, il y a quand même l'image, il y a quand même l'image, heu, elle est là l'image. Donc Ouais. ça, c'est l'image officielle qui a été envoyée pour les premières invites. Moi, je tiens à dire en termes de scénographie, bon, déjà, on va en parler, on voit des bodies, de voitures, Ouais. mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu as cette, Tesla qui est enfin, le T qui est camouflé, dans la masse et donc on Mmh. parle de cette, de masse, donc de production, de scale et donc ça fait, on revient ce truc de plan, tu vois? De gigaplan pour produire, massivement C'est ça. et scaler encore plus. C'est ça, c'est tu vois des voitures à perte de vue en minuscule sur l'image, quoi. Donc si tu as pas compris de quoi ça parle d'ailleurs, là on a, attends, on a, sur cette image ici là, voilà. Voilà à peu près l'image qui a été utilisée. Voilà. Donc c'est bien des bodies de voitures, à la gigatonne, quoi. On le dit tout le temps, mais tu vois, si je bosse dans l'industrie automobile, j'aimerais vraiment j'attendrai pas ce jour avec impatience, tu vois? Bah, d'ailleurs, Renault est en train de pleurer un petit peu, face à la baisse des prix des Tesla Ouais, j'ai vu ça. Tu as vu un peu? donc C'est fou. là, quand tu vois ça, mais surtout tu te dis, les consultants, industriels, de développement, ils se disent: «Oh, «OK, bah, maintenant c'est quoi notre job?» Ouais. Moi, je pense vraiment que 2023, Tesla met à mort la concurrence. C'est vraiment cette année-là. C'est on a été en difficulté, covid, machin, maintenant on voit que ça va mieux. Plus trop de problèmes de composants, on pense que l'inflation, ça va redescendre, mais on vous tue direct. On baisse les prix, boum et 2 mois après avoir baissé les prix, on va vous sortir alors que les autres n'arrivent déjà pas à tenir les prix de Tesla, n'arrivent pas à avoir de marge sur leur voiture électrique. Ils vont te sortir une plateforme qui divise par 2 le coût du body de la voiture et qui vont scaler à mort. Enfin, je sais pas si les gens qui nous écoutent se rendent compte du truc. Parfois, on nous dit qu'on exagère, mais c'est la folie. J'ai vu un article de Luca De Meo qui dit, «Non, non, nous, on va pas baisser parce que, la voiture électrique, c'est en train de se lancer et on a besoin de garder nos marges et notre profitabilité. Si on commence à baisser, on risque de» mais Juste, faut le Roadster, signifier, c'est 2000 Luca De c'est il y Meo, a c'est 15 ans. qui? C'est Renault. Faut remettre dans le contexte, Renault qui dit ça, donc le nouveau PDG de Renault qui le Ouais, dit. Maintenant, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'histoire se répète globalement avec les constructeurs, historiques. C'est de dire: «Oui, mais la voi c'est encore jeune, la voiture électrique», alors que pas du tout. Enfin, maintenant on est bien lancé, Tesla, on verra bien, c'est toujours cette question d'industrialisation, de ouais, masse. Et puis moi, je pense même, tout à l'heure, tu disais oui, c'est peut-être, l'une des plus grandes confs, après, le Semail et le Roadster. Moi, je dirais même que c'est, l'une des plus grandes conférences. En fait, c'est même la partie 2 du Battery Day, je dirais. ouais, C'est tout à fait. Battery Day, tu vois, on présente, la nouvelle technologie. Aujourd'hui, on va vous présenter comment on va scaler et produire massivement pour cut les prix
et produire encore plus de véhicules. C'est un petit peu cette phase, idée, solution, d'industrialisation. Ouais, ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord, hein, tout à fait d'accord. C'était le batterie day, c'était l'amuse-bouche. Ça. Ah, c'est ouf, c'est ouf. Bon, on en reparlera, hein, j'ai tellement hâte. Dernière chose sur Tesla avant de passer à un autre thème, petite news, mais bon, qui fait toujours plaise. Bah, le modèle Y qui arriverait dans encore une nouvelle couleur, un bleu, donc le Deep Blue Metallic. Moi, je le trouve très, très beau. J'ai ah, OK, j'ai vu le silver. Ouais, ouais, c'est beau. Bon, voilà. Le rouge, j'ai pas encore vu en vrai, mais je le trouve magnifique et je trouve ce bleu nettement plus beau que le premier bleu d'origine que je trouve pas ouf. Mais celui-là, il me plaît vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses de celui-là, là? Je préfère celui-là. Je préfère ce bleu-là. Voilà, donc Ouais, je il te est plus rejoins. lumineux. Encore une fois, je suis tellement content de pas avoir changé de modèle, ma Model 3. C'était vraiment pas le moment. Il y a plein de trucs qui arrivent là et ouais, pour moi, j'ai le temps. Franchement, j'ai une Tesla, je suis très content avec. J'ai le temps. On verra. On verra plus tard. Pas de problème. On change de sujet peut-être? Oui, Parlons pas de on Tesla, va mais parler d'incursions chinoises en Europe. Une nouvelle fois, la semaine dernière, on parlait de BYD, on parlait même de NIO et de XPeng. On va mmh, maintenant parler d'un autre géant, Geely, qui a notamment les marques Polestar et Lynk & Co, qui arrive, enfin du moins qui annonce son arrivée en 2024 avec une nouvelle marque, Zeekr. Donc là, on est le Zeekr X, un véhicule, un SUV pour 2024. L'objectif, voilà, c'est d'arriver avec quelque chose qui me fait penser un petit peu à, ouais, qui me fait penser à quelque chose de plus traditionnel en Europe et qui est mmh. moins fantaisiste, chinois. Donc on reste dans je trouve dans une même optique, que, Kia et que Hyundai, ce Ouais, qui ouais, ouais, peut de qui l'arrière, plaire on dirait un globalement, Hyundai, ouais, ouais. c'est ça. Qui va certainement plaire à l'Europe, Ouais. voilà, 100 électrique et c'est un sujet maintenant, un nouveau véhicule chinois qui arrive en Europe, c'est Encore un. maintenant la routine, je veux dire. C'est ça. Un de plus. Donc, Mais c'est joli comme, véhicule, hein, c'est vrai. Moi, je trouve ça vraiment très sympa. Franchement, je pourrais être client pour un truc comme ça. et ben, moi de même. Maintenant, tu vois, on parlait de BYD, à l'instant Ouais. et BYD, on disait: «Ouais, peut-être qu'ils vont acheter une usine, de Ford pour se développer en Europe» Mmh. et selon, la vice-présidente de BYD, Stella Li, eh bien, peut-être qu'ils vont plus être sur une, construction d'une usine en Europe et non acquérir une usine, de Ford. Et donc là, Ah. tu te dis: «OK, là, on se dit, il y a un autre enjeu». On parlait de production, d'industrialisation tout à l'heure et là, on va certainement voir, de nos yeux ce que c'est une usine de BYD, en Europe et de comment ils vont scaler ce schéma-là. Et tu vois, je me dis, on parlait de Ford, maintenant Ford pourrait certainement faire un retour en arrière et à ton avis, pourquoi Ford, pourrait, finalement ne pas explorer une vente de ses usines en Europe? Est-ce que tu as une idée de tout cela? Bah, est-ce qu'ils se disent: «Finalement, on a fait une bêtise et on va balancer de la voiture électrique, dans nos usines existantes», peut-être? Eh bien, c'est surtout un point de stratégie Europe parce que, bam, Ford, revient en F1 en tant que motoriste. Ils ont signé un partenariat avec, Red Bull, donc, D'accord. la maison Red Bull, donc c'est, Red Bull et AlphaTauri. Ils vont remplacer Honda qui, s'est re qui est dans une phase de retrait, depuis quelque temps, pour se concentrer sur l'électrique. Donc Honda en tant que motoriste était, déjà parti, il y a quelque temps et il reste toujours pour fournir quelques éléments via une filiale. Mais là aujourd'hui Ford arrive en 2026 en F1, donc c'est d'ici, 3 ans, donc c'est très rapide. Mais s'ils arrivent dans cette sphère du sport automobile, c'est parce qu'en 2026, tu as un nouveau moteur hybride en Formule 1 qui va arriver, donc une nouvelle, réglementation où, ça sera l'emploi du biocarburant qui sera obligatoire, donc plusieurs, biocarburants, donc c'est du biocarburant. Quelques changements du moteur à combustion interne. Et puis surtout, tu as la suppression du MGUH, cette section du moteur qui, récupère et génère de l'énergie électrique via, la récupération de la chaleur des gaz. Mais là où tu te dis, peut-être qu'en termes d'électrique, il y a du sens, c'est sur, l'ERS, donc la récupération d'énergie et le répartissement de l'énergie électrique stockée, pour, des tours plus rapides et des meilleures performances du véhicule. Et bien, c'est pour ça que, tu as, Ford qui arrive.
Et notamment, tu vois, je sais pas si tu en avais entendu parler, mais tu as aussi Audi qui, a racheté, tout simplement, Sauber pour 2026. Donc Sauber, c'est une écurie légendaire qui se fait racheter par Audi de Volkswagen. Donc des groupes industriels qui sont très focus actuellement, tu vois, sur l'électrique, misent sur la Formule 1, et donc on parle vraiment de développement, sur l'Europe parce que l'on veuille ou non, actuellement, la F1 c'est très européen. Maintenant, ça s'étend vers les États-Unis et même vers le Moyen-Orient et à des moments vers la Chine. Donc tu as une nouvelle stratégie qui se met en place. Maintenant, tu vois, est-ce que Ford, à ton avis, a fait le bon choix, de garder ses usines en Europe? Je pense que oui, parce que, bah, pour ma part, je pense que oui, parce que là, tu as une nouvelle stratégie qui se met en place, de com et de marketing, et commercial via la F1. Bon, maintenant à voir, ce que ça va donner dans la Mmh. conception de véhicules nouveaux. Bah, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, vous, en partie commentaire de ça, parce que me concernant, je suis pas du tout Formule 1. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé de la F1, il y avait encore Schumacher, hein, donc tu vois, je Ah oui, bah, là, ouais, pour le coup. Alors, ah, quoique, peut le fils ou le parce que le fils était ah l'année non, mais dernière en F1, son donc père, oui, Schumacher, Michael c'était le Schumacher. père, ouais. C'était le père, ouais. Michael Schumacher, donc non, je suis vraiment, vraiment largué par rapport à ça, donc je suis un peu bah, je sais pas, moi, je suis même un peu circonspect dans le sens qu'il y a encore des grosses marques qui investissent en F1, tu vois? Enfin, je sais pas, c'est vraiment, tout l'inverse de la mobilité durable, de la mobilité électrique, c'est des grosses bagnoles qui vont super vite, qui font énormément de bruit et qui crament de l'essence, donc moi perso, je suis pas client de ce genre de truc, plus de Formule E ou de Extremi qui je trouve, ont une autre d'autres valeurs et qui sont assez intéressants. Mais voilà, dites-nous en partie commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un bon move de la part de Ford ou pas? Mercedes avait testé la Formule E, ça n'a pas marché et parce que Mmh. le sport n'a pas du tout d'engouement, en termes de communauté, de nombreux Extremi, ça bide aussi? ça bide même si c'est gratuit en termes de diffusion Ah d'accord. donc voilà. Même si tu avais des quand même de grandes écuries, de Lewis Hamilton, de grandes personnalités qui avaient appuyé le projet, ça n'a pas plu, Mmh. ça n'a Bon. pas plu, tout simplement. Il est grand temps de passer à la question de la semaine. C'est peut-être mon moment préféré, moi, dans l'émission. Ça, j'aime bien faire ça. Et là, je me suis fait défonce. Franchement, j'en m'en suis pris plein. Parce que si je t'ajoute le screen ici, on va retourner sur la question, hein. C'était la Model 2, enfin, voilà, la petite Tesla, sera à la vente pour tous avec l'option robotaxi. C'est plutôt ce que tu défendais comme théorie. Et moi, ma thèse, c'était uniquement autonome et sera réservé à Tesla. Alors là, les gars, sur les 611 votes, je me suis fait démonte, puisque vous êtes 85% à être plutôt favorable avec ce que dit Mathias. Voilà, donc alors là où je me rattrape un petit peu, c'est que certaines personnes, par exemple genre Vincent, tu vois, disent qu'il pourrait y avoir en parallèle deux véhicules, hein, pourrait gérer une flotte autonome pour les flux internes aux grandes métropoles et des robots taxis privés pour gérer majoritairement les autres flux réservés au reste du territoire. Donc je me dis, ouais, il est à moitié d'accord avec moi, tu vois. Turbo nous dit, il faut oublier ce truc de robot taxi pour au moins les 10 prochaines années. Et encore, je suis optimiste. Je suis d'accord avec lui, globalement, en Europe, ça n'avancera pas avant un bon moment Hmm. je partage ton avis. OK. On a Tesla 3 qui nous dit: «Ou ne sera pas». On verra bien, ne sera pas. Là aussi, Grégory nous dit: «Le modèle 2 n'existera jamais. Le projet, Highland va permettre à Tesla de proposer une modèle 3 beaucoup moins cher qu'actuellement». Alors, je pense que c'est 2 choses différentes, hein, le projet Highland et la nouvelle plateforme. Je pense pas que ce soit la même chose. Mais bon, peut-être que le refresh va aussi faire baisser encore plus la modèle 3. Ça aurait du sens. Bon et là, on a un truc, je prononcerai pas, mais bon, on n'a pas eu d'infos particulières sur ça. J'aurais voulu savoir pourquoi, ça aurait été cool. Mais bon, voilà, globalement, bah, les gens étaient d'accord avec toi, donc bah, bravo, félicitations. Et aujourd'hui, on va faire une autre question pour peut-être pour plus vous apprendre à vous connaître, parce que c'est assez intéressant de savoir qui vous êtes quand même. Est-ce que vous avez une Tesla? Oui, non. Est-ce que vous avez une autre voiture électrique? Ou est-ce que vous préférez la voiture à essence tout simplement? Donc il y aura 4 choix. La question est dans l'onglet, communauté de la chaîne. Et on enchaîne tout de suite avec, un sujet que moi qui me plaît, qui me passionne quand même, c'est tout le rapport entre énergie renouvelable et stockage. Parce que Tesla nous a envoyé
des images super sympas, je trouve, de leur méga factory qui produit donc les méga packs. Tu sais, c'est ces gigantesques Powerwall. Il y a 3 mégawattheures dans chacun. Et on a l'info, ils mettent 68 minutes pour produire un méga pack. Il en sort 22 par jour actuellement, avec une capacité de 40 gigawattheures à terme. Et tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, les énergies renouvelables qui vont empêcher l'utilisation des énergies fossiles et tout ça. Ils disent que 40 gigawattheures, donc par an, c'est l'équivalent de 50 fossil fuel picker plants. Donc ça, ce sont ces usines que tu allumes par intermittence juste pour pouvoir empêcher les pics de conso, puisque c'est bien à ça que servent les méga packs. On parlait, des voitures, tout à l'heure, mais peut-être que le nouveau enfin la conf, ça sera aussi sur cette partie-là de Megapack et d'énergie. Enfin, il y aura certainement un point Complètement. dessus. Complètement. Je pense complètement que ça va être sur le stockage d'énergie. Si tu veux montrer comment sortir de l'humanité des énergies fossiles, tu es obligé de montrer ça. Donc, tu vois, c'est ça les méga packs, hein. C'est un conteneur, pour ceux qui ne savent pas, l'équivalent d'un conteneur. Et ils les produisent, ils les mettent sur un camion, ils les sortent, ils les posent, et hop, c'est rivé au sol et c'est prêt à envoyer. Ils ont déjà fait plus de 5 gigawattheures de stockage par mégapack. Donc c'est juste fou. Là, ça nous paraît fou, 40 gigawattheures, mais en fait, pour l'instant, c'est rien du tout, quoi. Ouais. Et on continue justement pour dire que les choses vont quand même plus ou moins dans le bon sens. C'est bien aussi de montrer que les choses vont dans le bon sens. C'est un article du Monde qui nous montre ça, 22,28 dans le mix énergétique européen. Et regarde le graphe ici, éolien plus solaire produisent plus que n'importe quelle autre source d'énergie, donc plus que le nucléaire, une courte tête, plus que le gaz, plus que le charbon, quoi qu'on en dise, avec cette histoire de guerre en Ukraine, les Allemands qui arrêtent le nucléaire et qui remettent du charbon. On voit comment ça monte, la courbe violette. Voilà, ça y est, les énergies renouvelables ont pris le pas sur les énergies fossiles. Que moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est aussi de voir le nombre d'installations, à côté et voir la quantité d'énergie produite. Parce que Mmh. ça montre que voilà, en fait, du jour au lendemain, c'est pas possible. Il faut d'abord construire des installations pour produire et que, faut se lancer. Et donc là, on voit bien que, globalement, on comprend qu'il y a eu de nouvelles installations et on a renforcé la stratégie, énergétique sur certaines zones en Europe, autour de ces énergies-là. Non seulement on va installer que du renouvelable, mais en plus, on va décommissionner plus vite les usines qui font du fossile. Comme on a vu là avec Tesla, c'est 50 picker plants qui peuvent être fermés grâce au stockage, plus solaire, plus éolien. Donc c'est quand même cool. Et je voulais te partager ce graphique parce que tu vois, ça c'est la tendance. Et tu as en bleu ciel quelle était la projection en 2020. Elle a été rehaussée en 2021 et elle a encore été rehaussée en 2022. Donc, à chaque fois, ça anticipe mal finalement comment ça va se passer et on est en train de grimper, quoi. Et ça a été rehaussé de 76 depuis 2020 et ça, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui parle, hein. 1 500 gigawatts d'énergie renouvelable seront installés entre 2022 et 2026. Les prévisions d'installation, le solaire est en train de gagner du terrain. Et donc, quand on va allier solaire plus stockage de façon massive et efficiente, batterie, voiture électrique, véhicule to grid, tout ça, on va pouvoir là baisser drastiquement nos émissions de CO2. On ne dit pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est possible et il va falloir se bouger, hein, certes, mais on a une visibilité, une possibilité. Faut agir, voilà. C'est, maintenant, moi, ce qui me fait rire, c'est, dans les écoles, les programmes éducatifs, enfin, les programmes scolaires, que lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, de solaire, d'éolien, ils disent: «Oui, c'est pour le futur». Non, Ouais, c'est maintenant. c'est Donc pas pour le futur, c'est maintenant, ouais, carrément. c'est ça. Carrément, On met carrément. dans le crâne des gosses, «Oui, c'est dans le futur, il y a rien qui bouge». Non, il y a des choses qui se font, faut le mettre en avant, en fait. On a le droit de crier: «Oui, ça se bouge pas», mais en fait, on voit cette progression vers les énergies renouvelables et tout ce qui se met en place, les projets et d'autres projets d'entreprise, il faut aussi en parler, je pense. Et quand ça va pas, on le dit et quand tout va bien, on le dit aussi. C'est Ouais, c'est ouais. une aventure. Une des plus grosses entreprises du monde qui est Amazon, qui veut être net zéro dans ses activités, qui cette année, tout seul, a rajouté 8,3 gigawatts d'énergie renouvelable à son portfolio. Soit ils produisent, soit ils achètent à d'autres de l'énergie renouvelable pour pouvoir alimenter leurs usines, leurs centres de traitement, tout ça. Ils ont maintenant plus de 20 gigawatts et c'est assez d'électricité pour 5,2 millions de foyers. Donc ça donne la quantité d'énergie achetée par Amazon
pour faire ça. Et là, on voit Amazon Wind Farm, donc qui participe à l'installation de fermes aussi éoliennes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et quand on parle de choses qui avancent, pour finir là-dessus, tu vois, en France, aujourd'hui, a été voté donc le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable en France. Donc j'ai envie de te dire, enfin, ça avance. Globalement, d'ici à 2050, alors ça, c'est un peu le truc qui me chagrine un peu, tu me diras ce que tu en penses, mais 2050, ils veulent installer, dépasser les 100 gigawatts d'énergie solaire et avoir 50 parcs éoliens en mer pour atteindre 40 gigawatts et doubler aussi le parc éolien sur Terre, donc pour arriver à 40 gigawatts aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pas un petit peu. C'est bien, mais. Tu vois? Après tu vois, c'est un objectif visé, donc l'objectif de cet objectif, c'est que tu donnes un truc, ultra optimiste. Comme ça, quand tu l'exploses, bah, ça fait de la com politique. Globalement, on l'a vu avec les startups, on veut X licornes avant, enfin 3 licornes avant, X années. Finalement, on a le double ou le triple, à cet objectif-là. Donc, c'est la politique, globale, c'est d'avoir des projets et Ouais. maintenant au moins, c'est noté, c'est écrit, c'est quelque chose qui est clarifié. Maintenant, peut-être que ça sera plus, et puis j'espère que ça Mm. sera, 3 fois ou 5 fois le les Ouais. projections. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez aussi des infos, des choses qu'on n'a pas parlé, des choses que vous aimeriez qu'on voit, voilà, des articles qu'on n'a pas vu passer, n'hésitez pas à nous les envoyer sur les différents réseaux. Ça nous fait plaisir. Et puis, comme ça, on pourra en reparler la semaine prochaine. Tu as avancé tes vidéos que tu devais faire, mon ami Mathias? Ouais, je les ai même publié une vidéo sur l'actu asiatique avec, des négociations entre Roscosmos, donc la Russie et la France Arianespace. J'ai aussi publié une vidéo sur Joyoung, le petit rover martien chinois qui s'est un petit peu perdu. Le gars, il retrouvait pas où il habitait, donc une vidéo sur ce sujet-là. Et puis, j'arrive bientôt avec une vidéo sur The Exploration Company. On en avait parlé, mais là, je vais beaucoup parler de plus de l'histoire, de la stratégie et bientôt, je vais parler de la chute de Vega C, d'Arianespace et donc la chute probable d'Ariane Group, ce Oh, grand acteur, spatial. Là, ça sera vraiment de la pure géostratégie spatiale et tout ce truc européen, à n'en pas finir donc voilà, ça arrive très bientôt sur la chaîne. ça c'est osé, ça, d'annoncer la fin de Ariane Space. Après, ce qui est en train de se passer là, je l'avais déjà, voilà, je l'avais déjà, envisagé, il y a 1 an donc mes projections sont bonnes pour le moment. Bon, alors on suivra ça avec le plus grand intérêt. Merci beaucoup de nous avoir suivis, regardés ou écoutés. N'hésitez pas à balancer vos pouces bleus, ça nous fait énormément plaisir de partager cet épisode. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour plus de news et de décryptage de cette actualité ultra riche chaque semaine. N'hésitez pas aussi à répondre à la question de la semaine qui est en partie communauté de la chaîne. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut Mathias. Salut, à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.